Bonjour à tous, bienvenue dans le QG, le rendez-vous politique de Télé-Grenoble avec chaque semaine un élu du territoire dont les décisions impactent directement notre vie quotidienne. Aujourd'hui, je reçois Alexis Joly. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le député de l'Isère pour le Rassemblement national, le seul député RN du département. Vous êtes également élu au conseil régional. Vous êtes le plus jeune parlementaire isérois, 33 ans, ça ne changera pas normalement jusqu'à la fin du mandat. Vous avez été élu en juin 2022 sur la 6e circonscription de l'Isère. Alors c'est la plus au nord du département, on la voit sur cette carte. Ça englobe Bourgoin, Jallieu, Crémieux, Morestel. Comment ça s'est passé cette première année dans cette circonscription ? Je dirais qu'il a fallu un petit temps d'adaptation parce que c'est un bouleversement dans une vie, évidemment. Lorsqu'on a la trentaine et qu'on a une vie professionnelle qui est existante, eh bien, il a fallu s'adapter et donc trouver un rythme, ce que j'ai fait. Et c'est vrai qu'on s'est, avec mon équipe, jeté tout de suite dans cette mission-là que les Français m'ont confiée, à savoir d'abord être présent sur le terrain le plus possible parce que ma prédécessrice était assez absente et donc il a fallu montrer aux habitants de la circonscription qui nous ont fait confiance et bien qu'un député c'est aussi quelqu'un qui leur ressemble, quelqu'un qui est proche du terrain et donc on a cessé depuis un an de sillonner le territoire, d'aller à la rencontre des entrepreneurs, des associations, des gendarmes, des pompiers, des habitants et on reçoit beaucoup de monde dans notre permanence pour venir les aider et puis évidemment c'est aussi un travail parlementaire important à Paris avec toutes les nombreuses lois qui ont été portées par le gouvernement depuis un an, la réforme des retraites, la loi l'immigration, la loi pouvoir d'achat tout de suite au mois de juillet 2022 qui nous a pris beaucoup de temps et donc et puis effectivement toutes les rapports que j'ai dû aussi porté dans le cadre de la Commission des Affaires étrangères. Donc c'est beaucoup de travail, effectivement. Et voilà, c'est un rythme à prendre, mais je crois qu'il faut quand même être dynamique et il faut faire ça jeune. Donc j'ai un peu de mal effectivement à comprendre comment est-ce que font les plus anciens pour s'accrocher à leur siège. Voilà. Bon, on en reparlera peut-être dans 30 ans. Je pense pas. En tout cas, ce territoire, c'est un territoire très rural. Vous avez même retroussé les manches à l'automne dernier pour aller faire les vendanges du côté de Bourgoin-Jallieu, je crois. Oui, effectivement. Ah oui. C'est pas une tenue habituelle de député. Ça. Non, mais écoutez, moi, je suis quelqu'un de terrain. J'aime être à la proximité, j'aime être au contact des gens, parce que je crois que je leur ressemble. Et ils le savent, et c'est important pour moi que de montrer qu'un député, et finalement, c'est aussi quelqu'un qui leur ressemble. Je crois que beaucoup de gens prennent la grosse tête lorsqu'ils font de la politique. Moi, c'est l'inverse. Je crois que j'ai dégonflé. Et je me mets un point d'honneur justement à aller au plus près des gens pour d'abord les écouter et pour faire remonter effectivement leurs problématiques. Et c'est vraiment le plus important pour moi. Alors, vous semblez à l'aise sur le terrain. Est-ce que c'est la même chose quand vous êtes dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, ou là, c'est beaucoup plus solennel, on ne rentre pas en short, a priori? Non, on rentre pas en short. Et vous voyez, voilà, je pense que tout le monde a remarqué effectivement que je sais aussi m'adapter à toutes les situations et que je porte la cravate à l'Assemblée nationale. C'est un travail différent, mais pour lequel je suis aussi habitué depuis quasiment maintenant, depuis 10 ans que je fais de la politique désormais. Je crois que je suis parfaitement aussi à l'aise à la tribune ou dans les rangs de l'Assemblée pour porter les propositions que nous défendons et c'est tout. Oui. Bon, là, vous interpelliez celui qui allait devenir le futur Premier ministre, qui était à l'époque ministre de l'Éducation. Voilà, c'était une question sur l'islamisation de la société. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Vous évoquez les dossiers que vous avez portés. Au cours de l'année, vous avez proposé plusieurs projets de loi. Un sur la limitation des frais bancaires. Qu'est-ce que ça a donné ? Eh ben, ça n'a pas donné grand-chose parce qu'en réalité, une proposition de loi, elle est plus symbolique qu'autre chose, malgré le fait qu'on ait le droit de présenter ce qu'on appelle une niche. Donc, c'est-à-dire que pendant une journée à l'Assemblée nationale, chaque groupe a la possibilité de présenter en moyenne 4 ou 5 propositions de loi. La mienne n'avait pas été retenue par mon groupe parce qu'il y avait des dossiers, des propositions plus importantes qui répondaient de manière plus pertinente aux problématiques des Français, ce qui n'en reste pas moins quand même que ma proposition de loi a été co-signée par un certain nombre de collègues, je crois même par des membres d'autres partis. Et donc cette proposition de loi, elle visait justement à rendre du pouvoir d'achat aux Français
en limitant les agios que paient les Français tout au long de l'année, parce que je crois que ça représente 5 ou 6 milliards d'euros pour les banques, des bénéfices nets pour elles, alors que les Français ont de plus en plus de mal effectivement à joindre les deux bouts. Donc j'ai proposé qu'on limite ces agios à 1 euro par opération. Je crois qu'aujourd'hui ça tourne entre 7 ou 8 euros par opération, ce qui est profondément scandaleux parce que lorsque les gens sont à découvert, ils n'ont plus d'argent sur le compte et on leur prend encore 8 euros par opération. Voilà, moi ce que je souhaite faire, c'est travailler sur ces questions de pouvoir d'achat. J'ai fait une autre proposition de loi pour lutter contre la shrinkflation. Donc c'est ce phénomène en réalité où les industriels diminuent la quantité dans un produit et parfois augmentent le prix de ce produit. Ce qui est profondément scandaleux parce qu'on connaît les habitudes des consommateurs, ils ne regardent pas forcément les étiquettes, ils sont habitués à un produit, donc par automatisme, ils vont aller acheter ce produit-là. Et c'est encore une fois une proposition de loi pour rendre du pouvoir d'achat aux Français. Et je me mets un point d'honneur d'ailleurs à défendre le pouvoir d'achat des Français parce qu'on sait très bien que c'est la première préoccupation des Français. Dans ma circonscription, je le vois tous les jours, des habitants qui ont du mal à vivre, qui ont du mal à payer leur loyer, à nourrir leurs enfants, à se déplacer, à mettre de l'essence pour aller au travail, pour aller se soigner, pour aller voir leur famille. Et c'est un point d'honneur pour moi que de défendre le pouvoir d'achat des Français. Je vois par ailleurs d'autres députés, notamment Élodie Jacquier-Laforge, qui est vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui elle a fait une proposition de loi. Et sa proposition de loi, c'est pour rendre légal le compostage des corps humains. Voilà, donc on est totalement dans la déconnexion des problématiques des Français. Voilà, donc chacun tirera le bilan de ses députés. La shrinkflation, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Ou la réduflation en français. La réduflation en français. Ce projet de loi, il a réussi à aboutir ? Il n'a pas abouti parce qu'en réalité, lorsque j'ai fait cette proposition de loi, d'ailleurs j'étais le premier député à la faire, Elisabeth Borne, au mois de septembre, je crois, avait annoncé dans la foulée une grande proposition de loi pour lutter justement contre ce phénomène et pour en fait rendre aussi du pouvoir d'achat aux Français. Et à ma connaissance, ce projet de loi qui émanait du gouvernement n'a pas été mis en proposition à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait pour lutter contre la shrinkflation. Bon, vous êtes membre aussi de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, qui est une commission importante. Alors, les sujets internationaux n'ont pas manqué cette année, ils sont toujours d'actualité en ce moment, avec plusieurs conflits que l'on connaît. Vous étiez abstenu l'an dernier sur une résolution soutenant l'Ukraine et condamnant la Russie. Un an après, est-ce que votre position a évolué ? La position n'a pas évolué parce que vous savez, dans cette problématique, il n'y a pas les gentils et les méchants. Évidemment, il faut condamner l'agression russe de l'Ukraine, mais la situation est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Et puis, si nous nous sommes abstenus sur ce dossier-là, c'est parce qu'en réalité, derrière, les personnes qui ont pensé ce texte voulaient faire adhérer l'Ukraine à l'Union européenne et ensuite à l'OTAN, ce qui n'est pas possible en réalité parce que l'Ukraine est en guerre. Et si l'Ukraine vient à adhérer aujourd'hui à l'OTAN, ça veut dire que tous les partenaires de l'OTAN doivent entrer en guerre pour aider aux côtés donc, de l'Ukraine contre la Russie. C'est évidemment quelque chose qui est impensable. Nous considérons que la France doit œuvrer justement à la paix et non pas armer l'Ukraine pour précipiter davantage ces deux nations dans la guerre. Donc le soutien à l'armée ukrainienne, qui est en discussion dans beaucoup d'États aujourd'hui en Europe, vous ne le portez pas ? Je pense qu'on peut aider l'Ukraine en leur proposant des armes défensives, mais pas des armes d'attaque comme l'a fait la France. On a donné, et pas vendu, on a donné d'abord de nombreux canons César, par exemple. On a donné un certain nombre d'armements qui visaient finalement à combattre et non pas à se défendre. Et je crois qu'on participe donc à l'escalade des violences. C'est vrai que ce conflit a été un petit peu éclipsé par la guerre au Proche-Orient entre l'Israël et la Palestine. Mais il n'en reste pas moins qu'il est aux portes ce conflit est aux portes de l'Europe. Et qu'il a des conséquences, effectivement, sur les prix du gaz, sur les prix des céréales. Mais encore une fois, ce n'est pas si facile que ça. Je veux dire, on sait très bien que l'Amérique, les États-Unis, derrière, souhaitent racheter des terres agricoles. Ce n'est pas pour rien. On sait très bien que des pays font pression pour que l'Europe ne participe plus aux échanges commerciaux en termes de gaz avec la Russie.
on veut faire couler l'économie russe, et alors qu'en fait, le résultat, c'est qu'au bout de 2 ans, l'économie russe se porte mieux qu'avant avec les sanctions européennes. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait ce qu'on nous raconte tous les jours. Alors il y a peut-être moins d'enjeux économiques dans l'autre conflit que vous avez cité entre Israël et la Palestine, la bande de Gaza. Là aussi, la classe politique française est un peu divisée sur ce qu'il faudrait faire ou quel camp soutenir. Quelle est la position du Rassemblement national? La nôtre, elle n'a pas dévié depuis le 7 octobre, c'est-à-dire que la Palestine, enfin en tout cas le Hamas, a fait un attentat en Israël, a tué, je crois, plus de 1000 personnes, peut-être même 2000, et que le Hamas est un groupe terroriste qui est reconnu comme tel par tous les pays dans le monde, et que effectivement il faut soutenir Israël dans cette agression qui a provoqué effectivement beaucoup d'émotions à travers le monde, et y compris en France. Et donc, moi j'ai du mal à comprendre effectivement certains responsables politiques qui finalement sont un petit peu... qui n'osent pas nommer les choses et qui au contraire défendent des groupes terroristes. C'est le cas de la France Insoumise qui n'a pas voulu appeler un chat et qui a tortillé, je ne dirais pas le mot, mais pour éviter de condamner fermement les attaques terroristes du Hamas qui ont causé la mort de plus de 40 Français, je crois. Et puis plus d'1 millier de civils. Mais de l'autre côté, aujourd'hui, on en est à plus de 20 000 civils tués dans la bande de Gaza. Ouais. Beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants qui ne sont pas directement concernés par... Encore une fois, en géopolitique, il n'y a pas... Vous assumez ces dégâts collatéraux, entre guillemets ? Pardon ? Vous assumez ces dégâts collatéraux ? Moi, j'ai pas assumé quoi que ce soit. Je suis pas responsable, ni mon mouvement politique n'est pas responsable de la réponse israélienne à cette attaque terroriste. Et vous les comprenez ? Mais effectivement, il y a 20 000 morts en face, et c'est vrai qu'on peut se poser la question des nombres de civils qui ont été tués par des bombardements, qui ont frappé soit volontairement ou involontairement des hôpitaux ou des écoles. Et je suis pas sûr effectivement que cela soit acceptable. Et encore une fois, c'est tout l'intérêt de la diplomatie française que d'œuvrer à la paix dans le monde, et notamment dans le Proche-Orient. Est-ce qu'il faut permettre à la population de Gaza de quitter son pays, son territoire, pour éviter les bombes ? Oui, je pense que n'importe quelle population doit pouvoir fuir les combats et être reçue, être accueillie, alors non pas en Europe, mais par les pays qui sont culturellement proches, qui ont la même culture que Gaza, justement. Je pense à l'Égypte, par exemple. Je pense au Liban, la Jordanie. Qui n'est pas très partant dans son sujet. Ils ne sont pas chauds pour ça, mais la France ne peut pas accueillir pour le coup. Bon, la politique internationale, en tout cas, a été éclipsée ces dernières semaines par ce qui se passe au gouvernement, et notamment par le remaniement. Le chef de l'État a pris la parole cette semaine pour répondre aux questions des journalistes. Est-ce que vous l'avez écouté ? Non. Non, non, j'ai regardé des replays parce que j'étais à l'Assemblée, je crois, mardi soir, oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Peu de choses. En réalité, on continue avec... En fait, le président de la République ne prend pas conscience des dégâts qu'il cause en France. Il ne prend pas conscience de la colère des Français et de la désaffection, de la désapprobation que les Français lui portent. Il souhaite continuer comme cela et continue de stigmatiser encore le Rassemblement national en expliquant que nous sommes le parti des mensonges, etc. Alors que c'est son mouvement politique, c'est sa présidence qui a fait croire qu'ils allaient pouvoir résoudre les problèmes des Français, qui en fait les ont aggravés, et qui ne défendent pas les intérêts des Français, mais défendent les intérêts des puissants, des plus gros, des oligarques. Et c'est ce qui pose problème aujourd'hui au président de la République, c'est de se rendre compte qu'aujourd'hui nous sommes ultra populaires, j'allais dire, quasiment majoritaires en réalité dans l'opinion des Français, et que nous allons arriver au pouvoir en 2027, et il continue d'essayer de faire cuisiner cette recette de la diabolisation envers le Rassemblement national qui ne fonctionne pas, qui n'imprime pas. Alors il essaie pour ça de changer un certain nombre de ministres de poste, il essaie de remonter les manches en expliquant qu'il faut combattre le Rassemblement national sur le terrain, sur nos idées, etc. Mais en réalité, il nous rend service.
Alors, il a changé un poste important, c'est le poste de Premier ministre, Oui. avec l'arrivée de Gabriel Attal, 34 ans, plus jeune Premier ministre de l'histoire de la République française, à peu près le même âge. Là, on le voit lors d'une visite ici en Isère il y a quelques années, sans remettre en doute ses compétences. Certains pointent le manque d'expérience de vie pour occuper un tel poste à cet âge-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors d'abord, je ne crois pas que l'âge doit être un élément à mettre en avant. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a 30 ans ou qu'on est forcément meilleur ou moins bon qu'un autre. Je crois que tous ceux qui nous ont dirigés et qui n'ont pas la trentaine, qui ont souvent le double, n'ont pas brillé par leurs résultats. Vous dire que Gabriel Attal, il faut lui laisser sa chance, bien sûr, mais que je n'ai pas le sentiment, je ne crois pas qu'il va faire changer les choses positivement pour les Français. D'ailleurs, la première annonce qui va être faite, c'est au 1er janvier. Donc, ça va être d'augmenter les tarifs d'électricité de 10%. Ça, 1er février. 1er février, bien sûr. C'est une décision du gouvernement d'augmenter la taxe sur l'électricité. C'est même pas lié au prix de l'électricité, c'est vraiment une décision d'augmenter. Ils reviennent à la normale. Ils reviennent à la normale parce qu'ils avaient baissé, mais ils augmentent donc cette taxe qui était à 20%, elle augmente à 10%, ce qui va rapporter dans les caisses de l'État, je crois, 5 ou 6 milliards d'euros. Voilà, Gabriel Attal, c'est ça en réalité, c'est de continuer la feuille de route du président de la République, c'est de continuer les actions qui ont été menées par ses prédécesseurs, qui sont d'ailleurs dictées et imposées par l'Union européenne. Et citez-moi quelque chose qui vous a retenu votre attention de Gabriel Attal dans les postes qu'il occupait précédemment. On ne se rappelle pas de lui en tant que... quand il a mis en œuvre le service national universel, on ne se rappelle pas de lui pour avoir baissé les impôts, pour avoir mieux géré les comptes publics lorsqu'il était ministre du budget. Il n'a pas spécialement brillé en 6 mois, à part avoir fait une annonce sur l'abaya en tant que ministre de l'Éducation. Je pense qu'il a un peu surcoté, même un peu survendu par rapport à ce qu'il a produit comme résultat. Et malheureusement, je crois qu'il n'y a rien à attendre de son action en tant que Premier ministre, mais on va lui laisser sa chance quand même. Mais ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à d'autres ministres, c'est quelqu'un qui reste assez agréable. Vous évoquiez son ancien poste à l'Éducation nationale. Ça a causé un peu le faux départ de ce gouvernement, le ministère de l'Éducation nationale, avec la polémique engendrée par sa remplaçante, Amélie Oudéa-Castéra, qui s'est mis en une phrase tout le corps enseignant et même un peu plus à dos. Une polémique qui dure encore aujourd'hui et qui fait ressortir sur le devant de l'actualité le financement de l'école privée. On s'est rendu compte que certaines écoles privées parisiennes pouvaient recevoir plus d'argent public par tête d'élève que des établissements publics. Ça vous a choqué ? Moi, ce qui me choque, si vous voulez, c'est non pas le fait que la ministre de l'Éducation ait placé ses enfants dans le privé. Je pense je crois qu'il y a 6 millions d'élèves qui se sont scolarisés dans le privé. Donc en réalité, c'est pas un scoop que des Français mettent leurs enfants dans du privé. Simplement, c'est sa justification qui est extrêmement maladroite. C'est clairement une faute politique de s'être justifié de cette manière-là. Mais ce qui me choque aussi quand même, c'est le fait de monter en épingle une affaire comme celle-ci, de traîner dans la boue une femme, son mari et ses enfants dans une espèce de polémique qui en réalité est surfaite encore une fois. Moi je l'ai vu mardi après-midi aux questions gouvernement et c'est vrai que c'est accablant, c'est même un petit peu choquant et on compatit vraiment à la violence des propos qui sont faits contre une femme qui finalement n'a rien fait de mal, qui s'est un peu mal justifiée, qui a du mal à se dépatouiller d'une situation dans laquelle elle s'est mise, c'est sûr. Mais je veux dire, on est à Grenoble, il y a un certain nombre de lycées privés, de collèges privés où beaucoup de gens mettent leurs enfants. Maintenant, ce qui est le plus choquant aussi dans cette histoire, c'est les donneurs de leçons, pour le coup, qui expliquent qui mettent leurs enfants, pour le coup, dans du privé et qui nous expliquent que l'école privée, l'école publique, en réalité, était quelque chose de bénéfique. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais les grands donneurs de leçons qui placent leurs enfants dans du primaire, enfin dans du public, parce qu'ils vantent effectivement cette école et le fonctionnement de cette école-là. Il ne faut pas oublier que dans un certain nombre d'établissements scolaires, l'école publique
est extrêmement difficile. On sait que les résultats sont catastrophiques. On l'a vu, le classement PISA qui voit la chute du niveau des élèves. Moi qui ai été élu dans une commune où il y a des grandes difficultés, on sait très bien, c'est pas un scoop que de dire que le niveau n'est pas le même entre une école publique dans les quartiers que dans un privé. Voilà. On verra si la polémique retombe. En tout cas, Gabriel Attal a refusé le vote de confiance au Parlement. Vous n'aurez pas à vous prononcer, même si là, vous me dites, on lui laisse le gage des premiers mois. Vous auriez voté la confiance si ça avait été d'actualité ? Je n'ai pas la réponse, très honnêtement. Je ne sais pas. A priori, non. Mais pourquoi je sais, non. A priori, non. Mais je pense quand même qu'il faut laisser le bénéfice du doute. Laisser sa chance. Laisser sa chance, bien sûr. Ils n'ont pas encore annoncé quoi que ce soit, à part cette augmentation donc, des tarifs de 10%, ce qui est vraiment problématique. Mais on aura l'occasion, je pense, de le sanctionner dans les prochains mois. Bon, il y aura une motion de censure d'ailleurs la semaine prochaine déposée par la France Insoumise. C'est l'occasion aussi de... Ça peut être l'occasion de la voter. Je ne sais pas quelle est la position de mon groupe sur cette question-là. Alors, en tout cas, ce remaniement marque aussi un coup d'arrêt dans la carrière d'un député isérois, Olivier Véran, qui après 4 ans de bons et loyaux services en tant que ministre de la Santé puis porte-parole du gouvernement, n'a pas été conservé dans l'équipe. Il va redevenir député de l'Isère. Dans son discours de passation de pouvoir la semaine dernière, il a rappelé que même s'il quittait le gouvernement, la lutte contre l'extrême droite restait sa priorité. Un poison pour la démocratie, a-t-il expliqué. Vous allez le retrouver chez vous, contre vous, ici en Isère, maintenant qu'il redevient simple député ? Probablement. En tout cas, moi, ma priorité, vous voyez, c'est le bien-être des Français, c'est la lutte contre la baisse du pouvoir d'achat, contre l'inflation, contre l'immigration, contre l'insécurité. Voilà, c'est ça ma lutte principale, ma première priorité. C'est pas de lutter contre un adversaire politique, même si Olivier Véran, il faut bien le dire, est un adversaire politique. C'est l'homme du pass sanitaire, c'est l'homme de la vaccination obligatoire, c'est l'homme du mensonge, c'est l'homme de la manipulation. Et donc, aucune leçon à recevoir d'Olivier Véran et c'est tout. Bon. Vous évoquez l'immigration, vous avez voté. Avec lui d'ailleurs, la loi immigration-intégration fin décembre. Pourtant, quelques jours avant, vous vous félicitiez, vous, le Rassemblement national, du rejet d'un texte marqué par l'irresponsabilité et la poursuite du chaos migratoire. C'était les paroles du communiqué de presse. C'était au moment de la motion de rejet. Donc on ne comprend pas très bien comment, quelques jours après, vous pouvez changer d'avis. C'est pas si compliqué que ça, en fait. J'ai effectivement moi-même voté la motion de rejet préalable de ce texte à l'Assemblée nationale. Et en réalité, lorsqu'il a été renégocié, lorsqu'il est passé en commission mixte paritaire, donc c'est une commission qui réunit 7 sénateurs, 7 députés et qui font un micmac, il en est ressorti en réalité un texte qui valide un certain nombre de nos thèses. Et imaginez quand même que pour la première fois, alors même si ce n'est pas marqué noir sur blanc, mais on parle de préférence nationale. C'est quelque chose dont on se bat et que nous défendons depuis 20 ans, 30 ans. Moi, j'ai même des amis qui ont été mis en examen parce qu'ils défendaient la priorité nationale. Et aujourd'hui, dans un texte de loi validé par le gouvernement et négocié aussi par les LR, on valide nos thèses. Mais c'est quelque chose de surréaliste, d'incroyable, parce qu'on nous combat, on nous traite d'extrême droite comme M. Véran à longueur de journée, alors qu'en fait, ils valident nos thèses. Donc ça veut dire que ce que nous disons depuis des années, c'est à la fois attendu par les Français, mais en réalité, tout le monde revient à ce que nous disons et qu'on apparaît aujourd'hui comme le centre gravitationnel de la politique française. Donc c'est une de ces raisons qui nous a poussé à soutenir ce texte-là, parce que sur certains éléments, il va dans le bon sens. Alors ce texte, effectivement, issu de la commission mixte paritaire, était plus dur, on va dire, que celui qui était présenté à l'Assemblée, mais moins dur que celui qui avait été présenté initialement au Sénat, et pour lequel les sénateurs RN avaient également voté contre. Je ne me rappelle pas de cette information-là, pour le coup. Je vous la confirme. D'accord. Que le Sénat avait voté contre, les sénateurs RN. Donc il n'y a pas un peu de tactique politique quand même dans ces votes à l'Assemblée et au Sénat ? La tactique politique, elle est aussi du côté des LR.
à l'Assemblée, d'abord au Sénat. Parce que les LR, ils sont malins. N'empêche pas l'autre. Oui, non, mais bien aussi, sûr, vous avez raison. Tout le monde, quand on fait de la politique, effectivement, on est aussi dans une tactique politique, bien sûr. Mais les LR sont quand même assez drôles, parce qu'au Sénat, ils votent des propositions qui rejoignent pour le coup 100% du programme du RN. Parce qu'en réalité, ils savent qu'ensuite le texte passe à l'Assemblée, mais que ces propositions seront rejetées. C'était le cas d'ailleurs à l'Assemblée, les propositions, si le texte avait été voté, d'ailleurs quand il est passé en commission des lois à l'Assemblée nationale, il a été dénué de tout. On est revenu sur l'AME, on est revenu sur la préférence nationale, on est revenu sur tout. Donc c'est un petit coup de com' de la part des sénateurs LR de se dire « Ah, on va jouer les gros bras », et lorsqu'on sait qu'en fait les députés LR eux-mêmes ne validaient pas les thèses portées par les sénateurs LR au Sénat. Donc eux aussi jouent un double jeu quand même qui est assez malicieux. Et donc en réalité, on a accouché d'un texte qui valide une partie de nos thèses. Et donc il fallait soutenir ce projet de loi qui d'ailleurs, lorsqu'on écoute les Français, le Rassemblement national, j'allais dire, sort gagnant de cette séquence politique, mais je crois que le terme n'est pas le bon. Mais en tout cas, les Français reconnaissent victoire idéologique. La victoire idéologique du Rassemblement national, c'est ça. Employé à cette occasion. Vous citiez l'AME qui était effectivement supprimée dans le texte du Sénat et puis qui finalement n'est plus supprimée dans la version définitive qui a été adoptée par les députés. Ça, j'imagine que vous le regrettez. L'aide médicale d'État est souvent décriée par le Rassemblement national. Bien sûr, ça coûte, je crois, plus d'1 milliard d'euros chaque année. Et ça aide aussi une population très précaire. Oui, mais ce que nous souhaitons, c'est une aide médicale d'urgence. Nous, pour évidemment soigner les immigrés qui sont dans le besoin, évidemment, on ne laisse pas les gens comme ça, et c'est important de les soigner. Mais est-ce que l'AME doit servir à refaire les dents des immigrés? Je ne le crois pas. Donc c'est cette AME, on rediscutera de l'AME dans les prochains mois à l'Assemblée nationale, puisque lors de cette commission mixte paritaire, les LR ont obtenu effectivement un débat sur cette AME par Elisabeth Borne. Maintenant qu'elle n'est plus Première ministre, est-ce que ce débat va avoir lieu? Je ne sais pas. En tout cas, si ce débat a lieu, nous demanderons la suppression de l'AME, bien sûr, comme nous le demandons d'ailleurs depuis, je crois, 20 ans peut-être, ouais. Alors dans les dossiers liés à cette loi, il y avait la régularisation, ou pas d'ailleurs, des travailleurs sans papier. Il y a aussi un principe de réalité. La main-d'œuvre étrangère, même illégale, est utile pour une partie de l'économie française. En tout cas, c'est ce que certains chefs d'entreprise ont porté pendant ces semaines de débat. Moi, j'ai du mal avec ces chefs d'entreprise, et j'en suis un d'ailleurs, qui brandissent l'illégalité en réalité. Parce qu'il est illégal en France de faire travailler des clandestins sans contrat de travail, parce que les gens qui travaillent, ce dont on parle, ce sont des gens qui travaillent sans contrat de travail. Ça veut dire que c'est de l'esclavagisme. Parce qu'ils travaillent, ils sont sous-payés, ils n'ont pas aucune couverture médicale, aucune couverture sociale, ils ne cotisent pas pour la retraite. Donc en réalité, ces chefs d'entreprise voudraient légaliser une nouvelle forme d'esclavagisme. Je crois qu'aujourd'hui, ils voudraient les régulariser pour ne pas avoir à les exploiter dans ces conditions. Ce que nous leur proposons, c'est de former du personnel. On a 6 millions de chômeurs en France, catégorie A, B et C, ce qui est plus qu'en 2017. On a 6 millions de chômeurs et il faut former ces gens-là. Il faut leur proposer des formations aux chômeurs, aux gens qui n'ont pas de travail, pour justement les guider vers une sortie du chômage et obtenir un travail. Il faut évidemment revaloriser un certain nombre de métiers en tension. Je vous rappelle quand même que lorsqu'il y a quelques années, on parlait des métiers des éboueurs, on disait qu'il n'y avait que les immigrés qui voulaient faire ce travail-là. Eh bien, ce qu'ont fait les collectivités, c'est qu'elles ont augmenté les salaires de ces métiers-là. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les Français qui ne sont pas issus de cette immigration illégale, eh bien, sont revenus dans ces métiers-là. Et qu'aujourd'hui, c'est plus du tout un métier en tension. C'est un métier qui a été revalorisé. C'est un métier, psychologiquement de la part des Français et évidemment qui a été revalorisé en termes de salaire. Et c'est le modèle qu'il faut porter dans l'ensemble des métiers qui sont en tension, dans les cuisines, dans la restauration, dans le bâtiment. Moi, je ne crois pas que les Français soient des fainéants. Il faut simplement
proposer de meilleures formations et évidemment des meilleurs salaires dans ces métiers qui sont en tension, et peut-être aussi parfois s'adapter à des nouveaux modes de consommation, j'allais dire, en tout cas dans la restauration. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, de gens qui travaillent dans la restauration et qui ne veulent pas des contrats, c'est bizarre, c'est comme ça, mais qui ne veulent pas de CDD ou de CDI, mais qui travaillent à leur compte, en one-shot, dans un restaurant le mardi, dans un autre le mercredi. Je crois qu'il faut aussi s'adapter et pas forcément reprendre le modèle d'il y a quelques années, mais sans évidemment régulariser des gens qui sont venus de manière illégale quand même sur le territoire français en leur disant venez travailler, vous serez régularisés. Ça, c'est pas possible, ce n'est pas entendable. Bon, on évoquait tout à l'heure les vendanges. Votre collègue du RN, député Grégoire de Fournas, s'est retrouvé à employer des travailleurs étrangers dans son vignoble en Gironde. Donc parfois, la difficulté entre la réalité du terrain et puis les discours dans l'hémicycle est compliquée à rejoindre. Et il a porté justement un amendement qui visait à remettre la responsabilité, non pas sur les entreprises qui emploient parfois des immigrés illégaux, mais sur l'État et sur la préfecture. Bon. Le débat, en tout cas sur l'immigration, est arrivé dans un climat de regain de tension, notamment après le drame de Crépol, dont on a beaucoup parlé à l'automne, ce jeune Dromois qui a été tué dans un bal dans son village, avec les groupuscules d'extrême droite qui se sont sentis un peu légitimés par la polémique qui a suivi ce meurtre. On a vu beaucoup de réactions politiques, notamment à droite et à l'extrême droite, à l'issue de ce fait divers tragique. On se rend compte avec un peu de recul aujourd'hui que finalement c'est peut-être pas aussi simple que ça, que c'était plus une bagarre d'après-balle qu'un crime raciste comme il avait été dénoncé au début. Moi, j'ai pas l'information, je connais pas les éléments de l'enquête. C'est ce que la justice a communiqué ces dernières semaines. Mais la justice n'avait, je crois, d'après... Peut-être parler un peu vite, quand on est politique, c'est parfois aussi le défaut de réagir à chaud avec... En tout cas, moi, je m'efforce de réagir en fonction des éléments que nous avons qui sont donnés par la presse. Et effectivement, il y avait eu des témoignages qui ont été mis en avant par un certain nombre de vos collègues qui déclaraient que les agresseurs donc, de Thomas avaient donné des propos racistes. Voilà. Après, c'est jamais anodin non plus de venir dans une salle, dans une fête dans laquelle nous ne sommes pas invités, avec des couteaux. Et ce drame qui est particulièrement choquant parce qu'il s'agit de la mort d'un ado de 16 ans dans une petite commune de campagne, moi je me dis que ça peut arriver dans n'importe quel territoire. C'est arrivé déjà en ville, ça arrive maintenant à la campagne, ça peut très bien arriver dans ma circonscription. Et en fait, on se rend compte que la violence, elle est de partout, elle est gangrénée, parce que les racailles se déplacent, parce qu'ils n'ont plus peur de rien, ils se sentent quasiment protégés, ils savent qu'ils ne risquent rien. Et vous avez toujours des gens de la gauche, ou parfois des magistrats qui sont politisés, qui viennent toujours trouver des circonstances atténuantes. Et c'est dramatique, alors que ce qui s'est passé là devrait éveiller tous les Français sur le niveau de violence, sur le niveau d'ensauvagement de la société française, et qui n'est pas acceptable. Et je pense qu'au-delà des politiques, de savoir qui a sorti le couteau le premier, c'est quelque chose... On a parlé de rixe. C'est pas une rixe, c'est un meurtre, c'est une agression, c'est pas anodin. Et même l'utilisation du langage devrait remettre en question un certain nombre de commentateurs politiques qui banalisent presque ce genre de faits. Alors ça a engendré, je le disais, des manifestations de groupuscules d'extrême droite. Depuis des années, le Rassemblement national essaye de se dissocier de ces groupes, de ces images. Vous les avez condamnés nous, on n'a rien à voir avec ces gens-là. En fait, je ne sais même pas qui sont ces gens qui ont manifesté. Très honnêtement, je me sens d'aucune... Ça, c'était dans les rues de Valence. Aucune sensibilité particulière avec ces groupuscules, pour le coup. Non. D'ailleurs, je pense qu'ils nous combattent, ces gens-là. Alors, pour clore le chapitre de la loi sur l'immigration, le Conseil constitutionnel doit se prononcer d'ici la fin du mois de janvier sur certaines des mesures que vous avez votées qui seront peut-être retoquées. Vous craignez que finalement la loi soit complètement édulcorée ? C'est un risque que cette loi soit modifiée par le Conseil constitutionnel, mais vous savez, dans tous les cas, cette loi-là, elle ne va pas casser 3 pattes à un canard. C'est le début d'un commencement, c'est des petites crottes de bique, de quelque chose.
nous, lorsque nous serons au pouvoir, nous proposerons un vrai référendum où les Français auront la possibilité de se prononcer réellement sur ce qu'ils attendent ou non de la politique d'immigration de la France, avec évidemment des mesures qui seront bien plus drastiques, j'allais dire plus dures, en tout cas plus contraignantes contre l'immigration illégale. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose à attendre en réalité. Hein. Je vous lance peut-être un scoop là-dessus, mais vous attendez pas grand-chose de cette loi. Hein. Si vous avez voté de concert avec les LR et les macronistes sur la loi immigration, ce n'est pas toujours le cas à l'Assemblée nationale. La semaine dernière, je recevais Yannick Neuder, député LR de l'Isère. Je lui ai demandé de vous poser une question, Alexis Joly, c'est le principe de cette émission. On l'écoute. Bonjour Monsieur Joly, je voulais vous poser la question suivante. Le Rassemblement national veut incarner la France qui travaille et la lutte contre l'assistanat. Mon groupe parlementaire, les Républicains, a déposé un amendement qui, globalement, obligeait un travail de 15 heures ou une formation de 15 heures pour toucher le RSA. Vous avez voté contre cet amendement. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ? En réalité, moi je crois qu'on ne vit pas d'abord avec un RSA. Je connais personne qui vit avec 300 ou 400 euros par mois. Donc d'expliquer que ceux qui vivent avec le RSA sont des profiteurs ou des... comment est-ce que c'est le terme ? Des assistés. Des assistés. Moi, je réfute totalement cette idée-là. Croyez-moi, dans ma circonscription, les gens vivent avec le RSA et ils en ont besoin. Et ce ne sont pas des profiteurs. Maintenant, on a voté contre parce qu'on n'est pas pour la précarisation davantage encore de ces personnes qui ont besoin de ces aides sociales. Alors évidemment, il y a des gens qui profitent. Ouais, des gens qui profitent. Mais il y a aussi des gens qui sont dans la difficulté et ils ont besoin aussi qu'on les aide, qu'on les accompagne vers des travails qui soient mieux payés. C'est pour ça tout à l'heure je vous parlais de meilleure revalorisation des salaires. Ben, c'est ce que nous défendons. Une meilleure formation. Et ben c'est comme ça qu'on va tirer les gens vers le haut. C'est pas simplement en stigmatisant les gens, leur disant vous êtes des fainéants, vous profitez, vous êtes des profiteurs, allez bosser et finalement ce qu'on vous a donné, ben, il faut le mériter. Je crois que les gens, on doit leur permettre un travail décent, on doit leur permettre des formations qui les tirent vers le haut et qui leur permettent de vivre dignement. Mais je pense que c'est assez facile de dire de s'attaquer encore aux classes populaires en leur disant allez bosser parce que vous êtes des fainéants. Je crois que c'est pas juste. Et puis des économies, on peut en faire énormément sur d'autres domaines que celui-ci. Voilà. Augmenter les salaires, notamment des profs, c'était une des propositions de Marine Le Pen pendant la campagne. Il y avait baissé l'âge de la retraite aussi à 60 ans. À 62 ans, mais est-ce que nous voulons... Elle était même allée plus loin dans certaines en réalité, c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est 60 ans pour les carrières, les personnes qui ont commencé très jeunes, et ensuite 62 ans, il y a un glissement. Est-ce que ce n'est pas des propositions qui sont faciles à faire quand on n'est pas en responsabilité, mais qui pourraient devenir ce qui est facile à mettre en place si vous accédez au pouvoir ? Ce qui est facile à faire et qui est facile à mettre en place, c'est de dire aux gens, vous allez bosser 2 ans de plus. Ça, c'est fastoche. Mais ce qui est plus difficile à faire, c'est de trouver des économies à réaliser sur tout un tas de choses, sur l'immigration, sur la participation française à l'Union européenne. C'est 26 milliards nets de contributions, aide de la PAC comprise. C'est-à-dire que la France perd chaque année 26 milliards d'euros pour l'Union européenne, qu'elle ne revoit jamais. Voilà, c'est tout un tas de choses sur lesquelles nous pouvons faire des économies pour aider le système social français. Moi, ce que je voulais dire également, c'est que nous souhaitons revaloriser les salaires. Alors, le SMIC a augmenté, c'est bien, mais ça crée une injustice avec les personnes qui sont payées à peine plus que le SMIC et qui, elles, ne voient pas leur salaire augmenter. Et en tant que chef d'entreprise, moi, j'en ai été confronté à cette problématique-là. Moi, j'ai une vendeuse qui veut travailler davantage parce que c'est difficile. À 24 ans ou 25 ans, elle gagne 1 372 euros au SMIC. Et moi, ce que j'aurais adoré, la mettre à 1 500 euros ou mettre à 1 600 euros net par mois. Mais si je fais ça, je me fais assassiner de charges. Et donc, ce que proposait Marine, et c'est évidemment du bon sens, c'est ce que réclament un certain nombre de patrons de PME, c'est de pouvoir augmenter les salaires sans augmenter les charges patronales qui y sont liées. Voilà, ça, c'est une mesure de bon sens. Ça permet aux patrons d'augmenter sans être assassinés de charges. Voilà. Alors, on évoquait tout à l'heure l'âge du Premier ministre. On pourrait avoir encore plus jeune si le Rassemblement national arrive au pouvoir, puisque Marine Le Pen a annoncé il y a quelques jours que si elle était élue présidente de la République en 2027, c'est Jordan Bardella qui serait son Premier ministre. Elle aurait alors tout juste 30 ans.
Vous le connaissez personnellement, Jordan Bardella? Vous êtes de la même génération, j'imagine Oui, qu'il y a des liens entre vous. Quelle relation vous avez? Elles sont professionnelles, mais on a été très proches il y a quelques années, bien sûr. Il n'y a aucune difficulté avec Jordan, on se voit régulièrement, on s'écrit de temps en temps. Il est venu à mes vœux au mois de janvier l'année dernière. C'est quelqu'un de grand talent. Je crois qu'on a commencé ensemble autour de 2014, donc on est de la même génération, donc on a des atomes crochus, on a des points en commun. On a, je pense, la même manière un petit peu de s'adresser aux Français, de faire de la politique. On essaie d'attirer vers nous de nouvelles personnes, et c'est quelqu'un qui a un talent incroyable et qui, enfin moi je suis surpris. C'est une star en fait déjà. C'est incroyable de le dire, mais c'est des jeunes stars. Il est le premier politique dans le classement préféré des Français. Devant Marine Le Pen. Et devant Mylène Farmer, par exemple, qui est classé 31e et qui a 40 ans de carrière. Enfin, c'est assez incroyable de se dire que ce jeune homme de même pas 30 ans a plié le game, comme on dit, quoi. Ça, c'est... Bon, quand on a une star en politique, on intéresse évidemment les médias. Il était... l'objet du magazine Complément d'enquête cette semaine, qui défrait souvent la chronique dans ses enquêtes. Si vous avez regardé J'ai l'émission, regardé la moitié. La moitié. Vous êtes endormi avant la fin? Non, il y avait un autre programme intéressant. Bon, le Complément d'enquête qui pointait les liens entre Jordan Bardella et la frange dure de l'extrême droite dans ses années de jeunesse, même s'il n'est pas très vieux aujourd'hui. Ça, si vous voulez, moi aussi, on peut me raffilier, me tirer le fil. Et puis, j'ai connu Jean-Marie Le Pen, j'ai croisé des gens qu'on a mis à la porte. Bon, on est à 6 mois des élections, Jordan est donné à 30% dans les sondages. Bon, c'est le service public fait son travail d'essayer de saper un peu le premier opposant au pouvoir. Voilà, c'est tout. Je pense pas que les Français tombent dans le panneau. Et ma foi, vous savez, des reportages comme celui-ci, on en a connu des dizaines et des dizaines. Ça ne nous empêchera pas de remporter la présidentielle en 2027. Le grand remplaçant comme l'a titré donc ce reportage de Complément d'enquête, parlait de la victoire en 2027. Elle pourrait être compliquée pour Marine Le Pen si jamais elle était jugée inéligible. Alors, le verdict de son procès dans l'affaire des emplois estimés fictifs du Parlement européen, ce sera à l'automne 2024. Ça pourrait être un gros handicap pour la chef de file du RN. C'est Jordan Bardella qui sera le grand remplaçant dans ce cas de figure. Alors d'abord, Marine Le Pen est persuadée de son innocence dans cette affaire-là. C'est pas elle qui va porter le jugement. Non, c'est pas elle qui portera le jugement, mais je vois mal comment est-ce qu'aujourd'hui en France on peut condamner un leader politique qui est donné favori à l'élection présidentielle. Mais s'il a fauté. Ça serait assez incroyable de condamner quelqu'un qui est donné comme prochain président de la République. Même si les juges estiment qu'il y a les juges décideront et appliqueront leur décision. Elle sera probablement injuste si Marine Le Pen est condamnée, car elle est innocente. Et puis, ma foi, je crois que depuis un certain nombre d'années, Marine a eu la chance de pouvoir choisir son successeur. Alors, s'il y arriverait un malheur, je pense que... Il est prêt. Ah oui, il est prêt, bien sûr. Vous savez, on est tous prêts, en fait, à gagner le pouvoir. On s'y prépare, on travaille, on anticipe. Donc oui. Bon, en attendant, Jordan Bardella va mener la campagne des européennes. Vous savez qui sera la tête de liste sur notre région ? Mais il n'y a plus de liste par région, c'est une liste nationale. Ah, c'est une liste nationale. Oui. Bon, alors autant pour moi. Vous serez sur cette liste ? Ah non, je ne serai pas sur la liste, non. Bon. En tout cas, il y a de l'embouteillage à droite et à l'extrême droite sur cette campagne, puisqu'il y aura une liste Reconquête d'Éric Zemmour, une liste Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan. Il n'y a pas d'alliance en vue aujourd'hui ? Pourquoi faire une alliance ? Nous sommes donnés à plus de 30%, ils se sont donnés à... Vous pouvez gagner tout seul, donc... on gagnera tout seul, bien sûr, c'est cette élection à un tour, le 9 juin, où il est important d'aller voter, parce que c'est une élection à la proportionnelle à un tour, donc il n'y a pas de second tour, il faut aller voter dès le premier tour. On est donné à 30% dans les sondages, pourvu que ça dure. Donc on gagnera sans eux, effectivement. Et je crois même que la dynamique qui est lancée par Jordan va faire effondrer les candidatures un petit peu dissidentes, oui, parce qu'elles n'ont aucun intérêt en réalité. Il y a une liste Alliance Rurale qui est menée par Willy Schren, le président de la Fédération des chasseurs. La béquille d'Emmanuel Macron, bien sûr. Ouais, vous estimez que c'est une torpille envoyée par le... C'est pas que j'estime, c'est qu'il a appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle en 2022. Donc c'est une liste qui vient vous faire quand même clairement concurrence sur le milieu rural, non ? Pas du tout, parce qu'elle est donnée à 0,5% et que les agriculteurs savent qu'ils peuvent nous faire confiance. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Bon, on verra donc le verdict au mois de juin. Je
crois que c'est le 9, la date Oui, des 9 juin. élections. J'ai bon sur la date, j'avais pas bon sur la répartition des listes. Mais bon, les campagnes commencent actuellement. Pour revenir à un sujet plus régional, l'Auvergne-Rhône-Alpes va organiser les Jeux Olympiques d'hiver en 2030. C'est pas encore complètement officiel, mais on ne voit pas qui pourrait leur empêcher, puisqu'il n'y a pas d'autres candidats. Vous soutenez cette candidature? Je rappelle que vous siégez au sein du conseil régional, même si vous êtes dans l'opposition à Laurent Wauquiez. Je soutiens cette candidature de toutes mes forces, même si je considère qu'on ne peut plus faire les mêmes JO d'il y a quelques années, que ce soit en 92 par exemple. Je crois qu'aujourd'hui, ces Jeux Olympiques doivent montrer l'excellence de la France en matière d'environnement. Je crois qu'on doit peser de tout notre poids pour faire des Jeux verts, en fait, des JO qui soient respectueux de l'environnement. Je pense qu'il faut parfois contraindre la Fédération internationale de ski dans les demandes qu'elle fait. Moi, je considère que c'est impossible, inimaginable de faire comme en mois d'octobre à Zermatt, où on a envoyé des pelleteuses sur les glaciers pour trouver de la neige ou pour aplatir le sol. Ça, c'est inimaginable. Moi, je ne veux pas de ça. Et puis, on a la chance d'avoir 95% d'infrastructures existantes. Je regrette néanmoins l'absence de l'Isère dans ces JO, alors qu'on a le glacier le skiable le plus haut d'Europe à Hautes-Alpes, que l'Alpe d'Huez est la station préférée des Français depuis des années, qu'on forme les meilleurs champions de biathlon dans le Vercors, qu'on a des infrastructures existantes à Grenoble. Donc je regrette vraiment l'absence de l'Isère et visiblement, de ce que je comprends, il n'y a aucun homme politique, en tout cas personne n'évoque de nouveau cette possibilité. Donc ça va nous passer sous le nez, c'est dommage. Mais je comprends quand même que le CIO souhaite regrouper tous les sites pour éviter des nuisances environnementales. Vous évoquez votre carrière de chef d'entreprise. Vous avez un commerce dans une station qui a connu les Jeux Olympiques en 68, à Villard-de-Lans, puisqu'il y avait les épreuves de luge oui. qui étaient dans la station de Villars. Il y a un spécialiste montagne au Rassemblement national? Pas de spécialiste montagne, non. Moi, j'avoue que c'est une question qui m'intéresse énormément. Je suis membre de la commission montagne à la région depuis 2015. Et c'est vrai que lorsqu'il y a des questions qui sont liées aux Alpes, à l'Assemblée nationale, on m'y envoie et je m'y attelle avec plaisir parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Je suis très attaché à la question liée à l'environnement, au développement du tourisme. Donc, j'aimerais bien travailler effectivement davantage sur ces sujets-là. Bon, en tout cas, cette candidature olympique portée par notamment Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, peut lui servir. Enfin, j'imagine que dans sa tête, elle va lui servir à construire sa candidature pour 2027, parce qu'il ne cache pas, le président LR, qu'il veut être candidat à la prochaine présidentielle. Cette loi correspond à des thèmes portés, il faisait allusion à la loi immigration dont on a parlé, à des thèmes portés par LR, le RN et d'autres familles politiques. Elle a vu se dessiner un chemin pour la droite. C'est ce que déclarait Laurent Wauquiez dans le Figaro il y a quelques semaines. On lit entre les lignes, mais il prône une union des droites pour remporter cette présidentielle. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que ce n'est pas du tout les signes qu'il envoie, en tout cas depuis maintenant 9 ans à la région, parce que Laurent Wauquiez n'a jamais fait voter un seul amendement qui émanait des rangs du Rassemblement national, alors qu'il défendait exactement les mêmes thèses que les siennes. Par contre, il vote ceux des communistes. Par contre, ça, il n'y a pas de problème. Donc j'ai du mal à imaginer comment est-ce qu'il pourrait supputer une alliance des droites que nous refusons. Mais peut-être c'est parce qu'il a 5% dans les sondages et qu'il souhaiterait éventuellement faire partie d'un gouvernement qui appliquera les idées qu'il est venu à défendre finalement. Bon, à suivre aussi ce dossier. On a encore quelques années avant que la présidentielle soit vraiment sur le devant de la scène. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, avant d'être élu, donc dans le Nord-Isère, votre terrain, c'était Échirolles. Vous avez fait plusieurs campagnes, notamment pendant les municipales. Si je parle d'Échirolles, c'est que la mairie a changé de maire après plus de 25 ans de Renzo Sully. C'est Amandine Demore qui a pris la succession il y a quelques semaines. C'est le 4e maire seulement depuis la Deuxième Guerre mondiale à Échirolles. C'est très stable. Vous suivez toujours la politique échirolloise? Oui, un petit peu. J'ai un œil dessus. J'ai laissé un groupe de 4 élus là-bas. Donc j'ai présidé le groupe pendant 7 ou 8 ans. Donc j'ai un petit œil là-dessus, bien sûr, évidemment. Oui. Et je souhaite bon courage aux Échirollois. En 2026, il y aura les municipales avant les présidentielles. Vous pourriez être candidat à Échirolles, non? Non, certain? Non, je ne serai pas candidat à Échirolles. Bon, Alexis Joly, il reste une mission pour vous dans cette émission, c'est de poser une question à notre invité la semaine prochaine. Ce sera Jean-Pierre Barbier, qui est le président du département, qui fait partie des LR. Je vous laisse regarder la caméra en face de vous et je vous laisse lui poser une question.
Bonjour Monsieur le Président. Écoutez, depuis quelques jours, quelques semaines, les agriculteurs font face à de nombreuses difficultés. Ils le montrent d'ailleurs par un certain nombre de manifestations, en retournant les panneaux dans les entrées de ville, en organisant des manifestations, des opérations escargots, parce qu'ils dénoncent la mise en concurrence déloyale qu'ils subissent, les normes qu'ils subissent et qui contraignent leur activité. Je voulais savoir, Monsieur le Président, quelle était votre position en tant que président du département de l'Isère, en tant que membre des Républicains, des LR, alors que vous êtes majoritaire au Parlement européen et que c'est vous qui avez mis au Parlement européen l'agriculture en concurrence déloyale vis-à-vis de l'agriculture des autres pays de l'Union européenne. Je rappelle que les LR ont voté par exemple contre la diminution des taxes sur le carburant à l'Assemblée nationale. Je voulais savoir comment il était possible pour vous et pour vos amis d'aller encore expliquer aux agriculteurs que vous êtes leurs amis. Ben voilà, Jean-Pierre Barbier vous répondra la semaine prochaine. Vous faisiez allusion à ces panneaux renversés. Quand on arrive à Villard-de-Lans en ce moment, le panneau est à l'envers. Oui. C'est les agriculteurs qui marquent leur désapprobation et leurs difficultés liées effectivement à toutes les normes qui les assassinent et aux difficultés qu'ils rencontrent. On a perdu... il y avait 1 600 000 agriculteurs en 70. Aujourd'hui, ils sont 400 000. On sait que 50% des agriculteurs ont plus de 60 ans et que c'est ceux qui nous nourrissent sont mis en concurrence déloyale avec des pays dans le monde entier par des traités de libre-échange qui sont votés, notamment par les LR au Parlement européen, et qu'il faut évidemment être aux côtés de ces gens-là parce que la nouvelle tendance aujourd'hui, c'est de vouloir diminuer le cheptel français pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, etc. Nous sommes du côté des agriculteurs, évidemment, ils le savent. Eh bien, merci Alex Joly d'être venu dans le QG politique. On retrouvera donc la semaine prochaine Jean-Pierre Barbier sur ce plateau. Puis vous pouvez revoir toutes nos émissions en ligne sur le site télégrenoble.net.